Merci à l'école d'architecture donc de m'accueillir ce soir pour cette conférence. Elle fait partie d'un blog BD puisque j'ai été invité aussi à initier les étudiants de l'école d'archi du port à une session, on va dire, un bloc avec des cours, une initiation et un TD qui va arriver dans à peu près 3 semaines, un mois, avec les L1 et L2. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis un dessinateur de BD. Alors, ma bande dessinée la plus significative, la plus représentative, c'est la Grippe coloniale, que j'ai réalisée avec Apollo, donc, qui est un scénariste maintenant reconnu aussi. Et la Grippe coloniale, c'est en 2 tomes. Nous avions eu un prix en 2004, c'était le prix de la critique, qui était décerné par une association de critiques et de journalistes de bande dessinée. Mon métier, alors le dessinateur de BD, c'est pas facile économiquement. Je suis enseignant en lycée aussi, donc au lycée Ille-et-Geoffroy en pré-bac. J'ai des sections STI 2D, donc sciences techniques, technologie industrielle, développement durable, en spécialité architecture et construction. Oui, je suis un amateur d'images parce que un grand lecteur de bande dessinée et un collectionneur de bande dessinée et plein d'autres livres, hein, puisque quand on dessine, on s'intéresse forcément à plein de médiums, que ce soit la photographie, le dessin contemporain, la peinture, le cinéma, et j'en passe. On va commencer un peu la conférence. Alors, je l'ai intitulé BD et architecture. Vous allez me dire que c'est bien vague, hein, BD et architecture. Bien entendu, la conférence sera découpée en 2 grandes parties. Ce sera d'abord, bien entendu, la bande dessinée dans l'architecture, dans le sens où comment les architectes ou les concepteurs peuvent faire l'usage de la bande dessinée en tant que média pour pouvoir créer, exprimer leurs idées éventuellement. La partie la plus conséquente de ce diaporama qui va arriver, c'est bien entendu la présence de l'architecture dans la bande dessinée. Alors là, bien sûr, la bande dessinée étant des histoires, il est évident que les décors, s'il y a les décors où évoluent les personnages, les décors, forcément, c'est l'environnement des individus et forcément l'architecture est incontournable dans sa représentation en bande dessinée. Nous allons voir donc un grand zapping. C'est un grand zapping, une grande balade, une grande flânerie ce soir d'images. Donc, attention aux yeux. Je ne sais pas, on va dire que peut-être que vous aurez un spleen. Alors, pour ceux qui sont déjà BD-philes, vous allez être peut-être révisé, vous dire tiens, bah ouais, bien sûr, ça je connais, ça je sais, j'ai déjà vu, etc. Et d'autres pour les plus novices, entre autres, je pense que les étudiants de Beaux-Arts ne sont pas forcément des grands amateurs de BD. Eh ben, c'est l'occasion d'apprendre, de voir, de regarder, noter les titres, noter les auteurs, parce que vous allez en prendre pour votre grade, parce que même si en école d'architecture, on n'en fait pas des auteurs de BD, bien entendu, mais il n'empêche que ça peut être des exemples de démarche, de vision. Vous allez voir que l'imaginaire de la bande dessinée est incroyable, c'est complètement époustouflant. Et donc, c'est le but de ce soir de voir ce grand zapping. Donc, vous verrez bien sûr beaucoup de planches de bande dessinée. J'ai fait, donc, comme c'est une sélection personnelle, ce sont les auteurs, pour moi, que je trouve les plus talentueux par leur qualité graphique, leur personnalité graphique, leur qualité narrative, bien entendu. Vous allez voir bien sûr comme l'architecture en tant que décor dans la bande dessinée. C'est beaucoup les villes, et bien entendu les grandes villes, que ce soit Tokyo, Paris, New York, Venise. Forcément, ces mégapoles
Vous allez voir ces villes représentées par plein de dessinateurs assez variés. Le but donc, avant de commencer, le but, c'est vrai que c'est de voir de belles images et aussi de vous donner envie de les lire ou de les relire. Voilà, moi j'aimerais bien que ce soir, après 19h30, que vous ruez sur un site d'achat ou dire que demain, vous allez à la médiathèque aller emprunter des titres. Au niveau de l'architecture, parce que je vais parler donc de la présence, on va dire, de la bande dessinée dans l'architecture, ce sera aussi l'occasion de réviser peut-être soit des grands classiques ou d'avoir des idées éventuellement de l'utilisation du média de la bande dessinée au service de la communication, au service de la représentation des idées, d'une intention ou d'une façon de construire. Alors, on va démarrer la conférence, bien entendu, parce que 2020-2021, c'est tout simplement l'année de la bande dessinée. Alors, avec la Covid, je crois qu'au niveau des manifestations nationales, elle serait prolongée encore d'un semestre en 2021. Voilà. Alors, quand on parle BD et architecture, bien entendu, on peut penser forcément à la représentation ou la place de la bande dessinée tout simplement sur les murs. Peut-être que vous connaissez déjà qu'à Bruxelles, là vous avez un exemple avec ce beau trompe-l'œil de Tintin, ou à Angoulême aussi, où il y a pas mal de murs qui sont illustrés par des dessinateurs de BD. Ici, c'est Nicolas de Crécy. On verra des planches de Nicolas de Crécy dans le diaporama. Alors, je vais commencer d'abord par on va dire, est-ce que c'est un cousinage ou des liens proches de la bande dessinée dans l'architecture? Écoutez, j'ai pensé à des plans de montage. Ici, c'est des plans de montage de Jean Prouvé, donc à l'ère de la maison préfabriquée. Écoutez, quand on regarde la succession de perspectives qui explique ou qui vous démontre le côté pratique et rapide d'ailleurs et efficace de la maison préfabriquée de Jean Prouvé, c'est pas de la bande dessinée, mais c'en est proche parce qu'il s'agit quand même d'une succession d'images qui sont liées par la géographie, par la spatialité et le temps. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil à Jean Prouvé. Et je le démontre aussi, voilà, donc c'est le bâtiment que vous avez vu là, tout à l'heure. On connaît son portique central. Là. Et la même chose pour le plus célèbre Maison des jours meilleurs, où son plan de montage, alors même s'il met le 1, 2, 3, 4, il numérote et on va dire qu'on a une lecture plus circulaire, on peut le voir quand même comme une façon de représenter à la façon de bande dessinée, même si j'en pourrais, il n'y a pas forcément songé. Dans le même, pas vraiment dans le même registre, mais quand on voit aussi le modulor de Le Corbusier, ici, sous forme de schéma ergonomique, on peut aussi lire ce schéma comme si c'était plusieurs cases juxtaposées de manière horizontale, et comme si éventuellement ce personnage il change de position. Et ça pourrait se lire aussi presque comme une bande dessinée séquentielle. Un autre exemple encore de Le Corbusier. Donc le titre, même si ça s'appelle Principe de standardisation projet de maison minimum. Donc de la même manière, si vous regardez tous ces schémas, donc tous ces hexagonaux, de gauche à droite et de haut en bas, donc c'était des modules de 5 mètres x 5 mètres, donc avec 2 modules et demi plus un niveau, ça vous fait une boîte. Cette boîte est assemblée un peu comme un Z de zigzag. Z de zigzag d'ailleurs, puisque ça va donner, si vous regardez bien l'évolution de ce principe de modularité, c'est à la Cité Frugès. Donc c'est surnommé Maison Zigzag à Pessac, à Bordeaux. Donc en bas de l'image, vous les reconnaissez. Voilà.
Pareillement, j'ai trouvé chez Fuller, qui est normalement connu pour les dômes géodésiques, donc un dessin, un schéma de radome, qui est en fait un abri, généralement pour des antennes. Vous pouvez aussi lire ces schémas de construction, hein, ou ces plans de montage, un peu, malgré tout, de manière séquentielle, comme une bande dessinée aussi. La maison, on dit la maison ronde ou la Casa Rotonda de Mario Botta, donc en 1980. Voilà, Cataxono, certes pas forcément disposés comme en bande dessinée de gauche à droite et de haut en bas, donc ils sont disposés d'une manière plus concentrée, plus centrale, et avec des principes de coupe. Et pareillement, si on veut essayer de déchiffrer les niveaux ou voir la dernière coupe qui est plus transversale, on fait des va-et-vient, c'est vrai, pour essayer de lire et de comprendre l'architecture. Et aussi, on pourrait aussi dire que c'est une façon assez proche aussi euh, euh, de la bande dessinée. L'atelier Bowo, il y en a peut-être qui connaissent, donc c'est un atelier japonais créé en 1992. Et là, c'est extraordinaire. Alors, on se délègue de ces coupes verticales. Donc, c'est leur marque de fabrique. Euh, c'est leur caractéristique. C'est incroyablement très bien dessiné. Et en plus de ça, ils y mettent de la vie. On peut voir donc, non seulement des personnages, les pièces, vous pouvez aussi les regarder comme si c'était des cases de bande dessinée. La verticalité, ben, ça correspond d'ailleurs à nos pages de bande dessinée, nos livres qui sont orientés de manière axiale et verticale. En plus, à l'atelier Bowo, ils montrent non seulement ce type de dessin, et aussi ils les remplissent par des petits textes qui pourraient nous faire penser à des textes-off, du récitatif, comme en bande dessinée. Voilà. Alors, avant d'aborder, on va dire, des représentations plus proches de l'art, donc l'utilisation de la belle idée au service des architectes qui ont des idées, je fais juste une petite parenthèse. J'ai trouvé un site qui s'appelle Archidialogue. Alors, j'ai pas eu beaucoup de renseignements sur l'architecte qui est israélien, donc il se prénomme Eli Inbar. Alors, ces croquis sont très bien faits. Il utilise la mise en carré, en bordure. Alors, c'est intéressant au niveau de la culture architecturale, parce qu'il reprend des types de formes et il vous dit, ouais, bah, ça a été construit, oui, il y a plein d'architectes qui se sont copiés, éventuellement des choses très proches, et ça vous fait un petit bilan. Ici, par exemple, comme une sorte qui s'appelle un peu une sorte de maison gruyère. Donc, on donne des exemples. Alors, c'est pas vraiment de la bande dessinée parce qu'il s'en sert pas vraiment de manière narrative, mais on va dire que la façon de les présenter, d'essayer de donner une dynamique à ces croquis, se rapproche un peu du média de la bande dessinée. Donc voilà. Donc ça, c'est Archidialogue. Alors, on va passer ensuite par des architectes qui, on va dire, plus dans le domaine de l'art contemporain, vont essayer d'utiliser, on va dire, le média BD. Alors, on pense à deux Russes qui s'appellent Alexander Blodsky et Ilya Litkin. Les dessins datent de plus des années 80-90, donc dans une Union soviétique où peut-être au niveau de la liberté ou des moyens d'expression, ils sont un peu bridés. Donc il y en a deux qui se lâchent. Hein. C'est donc des architectes et artistes, Brodsky et Utkin. Et là, c'est fabuleux parce que c'est carrément de la gravure. Voilà, un deuxième exemple. Alors ici, une double page. Donc c'est bien entendu des cités, des visions de cités imaginaires, un peu utopiques, semi-fantastiques aussi. Alors Tchoumi, Bernard Tchoumi, vous le connaissez peut-être
comme le concepteur du musée de l'Acropole à Athènes. Et Bernard Tchomy, on peut trouver ses œuvres qui sont même répertoriées sur le site de la MoMA. Alors c'est très curieux, hein, c'est pas évident à déchiffrer, mais pourtant, si on regarde bien sa mise en place, il y a plus ou moins trois bandes. La deuxième bande centrale, il y a des objets qui se déplacent. Alors, soi-disant, il écrit pas mal de bouquins de théorie, ses propres théories architecturales. Et, et donc, cette série de dessins, voire même cette série de photographies, donc ça s'intitule Manhattan Transcripts Project. C'est très curieux. J'ai un peu de mal à complètement les déchiffrer, mais il n'empêche que il utilise quand même de la bande dessinée. Alors, là, ici, encore plus, de manière plus flagrante, avec ces transformations de forme sur les deux bandes. Bien entendu, les petits carrés font penser un peu à la pellicule de photo, la pellicule de cinéma. Et quand même, un danseur sur glace qui change de position un peu, voilà, de manière séquentielle. Et on pourrait dire que c'est une forme de modèle. Mais c'est très curieux. Ensuite, la dernière partie où je vais passer, où je parle donc toujours de la bande dessinée comme éventuellement véhicule, média, au service de communiquer des envies, des idées. Il y a dans les années 60-70, Archigram, donc là, je le prononce à la française, donc c'est un groupe d'architectes britanniques. Donc on est plus dans la culture pop. Et eux aussi, ils ont plein d'idées pour au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, par rapport à l'environnement et certainement à l'écologie. Et ils vont faire une série de dessins, et aussi parce qu'ils auront le véhicule qui est une revue qui n'a pas duré très longtemps, je crois qu'à peu près qui porte le même nom, Archigram aussi, qui va durer à peu près 10 numéros, entre 61 et 74. Et regardez, des fois, il y a des choses assez superbes. Donc là, une série de 4 grandes cases panoramiques avec un principe de transformation du paysage et de l'architecture. Voilà, donc ils se sont lâchés, ils ont dit tiens, on va copier les comics américains et voilà, après on va exposer nos idées. Et ça donne, donc à droite, c'est le vrai comics américain dont ils s'inspirent, et à gauche, la fameuse revue Amazing Archigram. Voilà. Alors à gauche, vous avez une des pages de cette fameuse revue Archigram, et à droite, donc vous avez vu, ils ne s'embêtent pas, ils recopient, ils ont repris carrément la case de la troisième bande, de la case où il y a un vaisseau spatial qui traverse un paysage urbain, et sur fond rose, hein, si vous voyez. Donc voilà, il pique à droite, à gauche, et ça s'éclate en essayant par le biais du média bande dessinée, à exprimer un petit peu leur utopie. Alors plus sérieusement, les très célèbres Herzog et de Meuron, eux aussi, à l'aide d'un troisième architecte qui s'appelle Herzl, Métro Basel, c'est tout simplement une bande dessinée, soi-disant de 300 pages de synthèse, d'idées de projet sur la ville ou la mégapole de Bâle. Donc, en tant que modèle de région métropolitaine européenne, donc toutes ces idées sont exposées en bande dessinée. C'est très proche quand même du roman photo. Et ils ont osé mettre, alors vous ne reconnaissez pas forcément, est-ce qu'il y a la silhouette, la jeune fille qui est dans l'avion? Non, c'est Jane Seberg. Alors, ils vont utiliser deux personnages, deux acteurs, tout simplement de Jean-Luc Godard, hein, Jane Seberg et Jean-Paul Belmondo. Et ils vont faire une BD hein, pour exposer un peu leur idée. Mais ils ne se sont pas embêtés non plus, parce qu'avant, donc cet extrait Métro Basel donc, date de 2009. Et oui, parce que dans les années 60, Jean-Luc Godard, donc pour Un bout de souffle, lui aussi
il a commencé à communiquer, utiliser la bande dessinée, ou le roman photo, je dirais plutôt roman photo, bien entendu, pour faire la promotion de ses films. Donc c'est vrai qu'on va dire que Herzog et de Meuron ne se sont pas trop embêtés. Quand vous lisez un peu sur les sites, ils étaient très fiers. Hein. Ils disaient oh, ils sont très originaux, ils ont dit Jean-Paul Belmondo et Jane Seberg. Mais en fait, par contre, ils ne disent jamais qu'ils s'inspirent du Contrebande Godard, qui est tout simplement un roman photo, qui a été réédité d'ailleurs. Vous pouvez trouver un recueil qui a de 2 ans, de vrais romans photos de Jean-Luc Godard. On va passer, alors on va se rapprocher, il me reste deux architectes à citer pour terminer le chapitre, on va dire, la BD à l'usage des architectes ou des concepteurs en architecture ou en urbanisme. Et ben, une chose curieuse, c'est une lettre de Le Corbusier à destination de Madame Meyer. C'est incroyable, elle est dessinée, elle est conçue comme une bande dessinée. Je vous lis même un passage. Alors, les cases sont numérotées. Et à la case 8, il dit ce projet, madame, n'est pas né d'un coup sous le crayon hâtif d'un dessinateur de bureau entre 2 coups de téléphone. Il a été longuement mûri, caressé en des journées de calme parfait, en face d'un site hautement classique. En fait, c'est tout plein de poésie. Le Corbusier décrit la fameuse Villa Meyer, et en même temps, bon, vous connaissez peut-être un peu ça en écriture, il y a quelque chose d'assez personnel et beaucoup de réflexion sur le métier d'architecte. Voilà, si vous ne connaissez pas, donc la lettre à Madame Meyer de 1925 de Le Corbusier. Et je termine par un architecte hongrois, Jonas Friedman. Alors lui, il est toujours vivant, il est né en 57. Je pense que c'est le seul, le vrai, qui utilise le média bande dessinée. Alors son dessin, vous allez voir, c'est assez simple. Ces bonhommes sont des bonhommes comment on dit, en bâton, hein, très simple. Mais qu'est-ce qu'il utilise assez bien la séquence. Donc souvent, c'est des cases carrées ou quasi rectangulaires avec un commentaire à droite, comme un text-off. Et c'est très clair. Donc, il y a toutes ces idées, comme c'est un peu un visionnaire. Donc, toutes son utopie assez créative, ses désirs, ses projections d'une société avec des qualités des relations sociales élevées. Ça parle bien entendu d'écologie ou d'habitat d'urgence précaire. Alors, alors, il a fait l'objet d'une exposition à l'Institut d'architecture assez récemment, je crois qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et du coup, il y a aussi une maison d'édition qui réédite, donc, je ne dirais pas la quasi-totalité de son œuvre, parce que je pense qu'il a pas mal écrit, mais c'est pas mal. C'est des livres format poche. Et dans cela, alors il y a des ouvrages où il n'y a que du texte, il y a des ouvrages où on mixe texte et un petit peu de bande dessinée, et il y a des ouvrages où il n'y a que de la bande dessinée, donc croquée par Yona Friedman. Donc à redécouvrir, et c'est un bon exemple. Donc vous voyez bien que ceux qui disent oh moi je ne sais pas dessiner, mais comment je vais raconter ce que je veux dire en bande dessinée, ben vous voyez bien, c'est possible. Voilà, on va parler un peu plus de bande dessinée. Je commence. Alors, vous allez voir que je vais, bien entendu, un peu découper tous ces auteurs ou toutes ces planches, un petit peu par famille, par mouvement. Et on commence par les vieux classiques, les grands classiques. Et forcément, Little Nemo in Slumberland, donc au pays du sommeil, ça quasiment, ça s'entend hein, presque. Donc c'est Winsor McCay. C'était l'époque du feuilleton dominical, hein, donc les gens n'avaient pas les séries à regarder en vidéo, hein, ils achetaient leurs journaux et ils lisaient leurs pages de BD, que ce soit tous les dimanches ou des fois après tous les jours. Donc c'est grandiose, Winsor McCay, c'est incroyable. Souvent des planches avec beaucoup de cases. Et bah, si vous connaissez,
La chute, elle est tout le temps pareille. C'est le petit garçon Little Nemo qui a fait un rêve et qui il chute toujours de son lit en se réveillant. Donc là, vous avez un escalier incroyable qui se transforme. Voilà. Et le plus célèbre, c'est peut-être son lit dont les pieds grandissent et il y a une balade à travers la ville avant qu'il chute de nouveau. Grand classique, Edgar P. Jacobs pour Blake et Mortimer. Alors bien entendu, là, ces grands classiques, enfin, ces dessinateurs comme Jacobs dessinent l'architecture de manière assez académique. Là, ici, on voit la Tour de Londres pour la marque jaune. Et même de manière assez froide, c'est un dessin un peu assez plat. Ici, un extrait du mystère de la Grande Pyramide. Mais on va dire quand même le soin qu'ils apportent au décor et on va dire c'est le début, on va dire avec le début de la ligne claire aussi par le biais de Jacobs, bien entendu Hergé. Alors j'ai choisi l'avant-dernière case, il y a deux versions. Hergé pour Tintin en Amérique, vous avez donc la version noir et blanc et là vous voyez l'avant-dernière page. Et alors, chose assez fabuleuse qu'on ferait peut-être moins en bande dessinée. Alors, il y a deux cases. Alors, il y a une grosse case texte, chose qu'on n'oserait plus trop faire. Généralement, on découpe en plusieurs bulles ou en plusieurs cases. Et la très grande case où Tintin fait son tour d'honneur sur un boulevard de Chicago. Voilà, vous avez vu ce minimalisme au niveau des fenêtres dessinées par Hergé. Alors ici, c'est la version couleur. Il a rassemblé, il a réuni l'avant-dernière page, la dernière page de la version noir et blanc en une seule page. Et ça donne ceci. Donc il reprend un peu les mêmes cadrages. Et bien entendu, voilà, il y a une compression ici que vous pouvez voir en bande dessinée, qui est toujours possible selon les versions. Voilà, il y a une très belle image que je pense qui a fait l'objet d'une couverture de... Alors, oui, excusez-moi, donc là, c'est plutôt un extrait de case où on voit la répétition très minimaliste des fenêtres d'un building. Et une image beaucoup plus riche, perspective, en action, avec une voiture qui fonce vers le spectateur. Et déjà, bon, un très bon traitement de la ligne claire. Regardez les fenêtres, c'est vraiment des petits rectangles et sans plus. Hein, on ne fait pas trop de fioritures et ça marche. Autre grand classique, c'est Jacques Martin pour Alix. Donc ça, c'est la première planche du premier volume de Alix. C'est une planche originale, donc vous voyez pourquoi ça a cet aspect de papier vieilli. Je ne sais pas s'il y a du blanco, on voit un peu des bouts de crayon, on voit bien que les deux planches sont séparées par une trace. Des fois aussi, les dessinateurs font deux demi-planches pour une seule planche. Donc là, c'est assez froid, hein, c'est assez droit, c'est un peu sec. Un petit peu plus tard, pour la Légion perdue, donc quelques albums plus tard, bon, Jacques Martin est un peu plus habile. Mais n'empêche que l'architecture hein, qui est représentée pour montrer la romantique est assez raide, bien droite, tout est perpendiculaire. Voilà. Ça, c'est la version couleur. Autre grand classique de la bande dessinée, ben, c'est Astérix. Et l'album le plus représentatif où l'architecture est un petit peu plus un sujet. Là, on voit un peu le HLM du temps jadis. Et c'est une case qui est une planche, ou une planche qui est une case. Et le domaine des dieux, donc, est un album, on va dire, où on
parle pas que de conquête ou de domination des Romains sur les Gaulois, mais aussi un peu d'architecture. Hein. Alors, vous allez voir d'autres images qui vont suivre dans le diaporama et il y aura des choses qui vont vous les rappeler, vous dire, tiens, ça me rappelle. Et donc, cette représentation d'un immeuble entier avec des bulles qui sortent, ou bien une vie à l'intérieur d'un bâtiment complet, vous allez voir d'autres exemples un petit peu plus tard. Autre dessinateur qui a représenté l'architecture des années 50, ben, c'est tout simplement les aventures de Spirou et Fantasio de Franquin. Donc, dans les années 50, c'est un extrait des Pirates du Silence. Et dans les Pirates du Silence, il y a une cité moderne qui s'appelle Incognito City, où il n'y a que des milliardaires. Donc ici, vous allez voir un exemple. Donc, ça, c'est une intégrale avec une couverture de journal donc, qui a été reprise. Et sinon, au niveau de la planche, quand, pareillement comme pour Winsor McCay, les bandes dessinées, avant d'être éditées en album, étaient sorties dans des périodiques. Et Spirou est un incroyable périodique d'ailleurs, un hebdomadaire qui, on va dire, qui m'a marqué aussi parce que c'était non seulement d'une richesse incroyable, une variété de dessinateurs, de créateurs, d'histoires superbes. Et on sentait dans cette revue qu'il y avait des auteurs derrière. Et ça, je pense que ça a joué sur mon intérêt à dire, et si moi je m'étais à créer aussi comme eux. Voilà, Franquin. Alors, on passe à quelque chose d'autre. Après, j'ai vu un peu mes vieux classiques ou mes grands classiques. Là, ici, je vais parler entre guillemets des classiques ou des bandes dessinées des années 70 à 2000. Et il y a, dans le journal Tintin, il y a aussi un truc incroyable qui s'appelait Rourke, ou surtout Rourke. Et c'est dessiné par Andreas, qui est un Allemand, mais qui s'est installé en Belgique. Et c'est des aventures surnaturelles fantastiques, qui sont assez incroyables. Regardez ce bâtiment qui se décolle, hein. Voilà, une sacrée contre-plongée dans une ville magnifique. Ou comme cette planche de Capricorne ou de Arc. Donc pareil, tous les bandes dessinées d'Andreas ont cette atmosphère avec des hachures, des traits très précis, un noir et blanc assez époustouflant. On continue dans notre voyage. Quelque chose qui est proche d'Andreas et qui est beaucoup plus célèbre, c'est l'incontournable François Skeuten, qui a beaucoup travaillé avec Benoît Peeters, et donc très célèbre pour ce qui va s'appeler la série Les Cités Obscures. Et là, vous avez un extrait de la fièvre d'Urbicande. La fièvre d'Urbicande, ça aussi, c'était un choc. Moi, à l'époque, c'était donc dans les années 80, donc 1985. Et il parlait même, alors le personnage principal est un urbatecte. Voilà, c'est un urbatecte, Eugen Robic, et c'est bizarre, on lui donne un cube vide, juste formé par ses arêtes, et tout ça, et très bizarrement, ce cube va se mettre à croître de plus en plus, traversant les murs, ça va inonder la cité, ainsi de suite. Ça a créé quasiment un réseau. Et là, je crois que François Skeuten est au sommet de son art. Donc, son père était architecte à Bruxelles, visiblement assez connu dans les années 50. Alors lui, c'est un des dessinateurs à qui on pense quand on parle de l'architecture dans la bande dessinée. Donc, une œuvre assez florissante. Et il mélange aussi de l'architecture type Art Nouveau, type Baltard, comme les Halles de Paris, au milieu du 19e siècle, qui remet en scène avec une vision beaucoup plus science-fiction futuriste.
continue notre tour. Dans les très grands classiques, ben, il y a Hugo Pratt, Fable de Venise. Donc, c'est un album entièrement dédié à Venise, puisque Hugo Pratt y a vécu jeune, donc il a plein de souvenirs. Hugo Pratt, c'est un grand voyageur, un grand aventurier, un érudit, donc qui est pris d'ésotérisme, pardon, de poésie, etc. Et regardez cette planche aussi assez incroyable, où on n'oublie pas d'ailleurs les chats de Venise. Donc, certes, un monologue où Cortot se parle à lui-même. Des choses même un peu assez bizarres, où vous avez, dans les 4 cases, il répète quand même le croissant de lune, chose qui n'est pas forcément évidente, enfin logique, quand on si au bout de 4 cases, on essaie un petit peu de changer d'angle de vue ou de cadrage, on n'est pas obligé de le retrouver immédiatement dans 4 cases successives. Donc ça, c'est les tics ou les petites folies des auteurs. Toujours dans Fable de Venise, donc, par contre là ici une version noir et blanc, vous voyez bien que la troisième bande est très belle, une case muette, où on voit un des canaux de Venise. Voilà, et bien entendu des loges, des sociétés secrètes sur cette page-là. Le voyage continue avec un grand de la BD, assez Tardy, amoureux de Paris, parce qu'il y vit. Et dans une interview, il dit j'ai toujours pensé qu'il était beaucoup plus simple de situer une histoire dans un lieu que tu connais, c'est-à-dire sur place, en bas de chez toi, parce qu'il suffit de te pencher par la fenêtre pour constater la forme d'une bouche d'égout. Voilà, il dit j'habite Paris, ça se passe à Paris. Alors, Adèle Blanc-Sec est une des belles illustrations, des représentations de Paris que fait Tardy. Vous avez peut-être reconnu les Invalides. Donc, vous voyez tout un parcours où 2 étranges poilus momies suivent Adèle dans les couloirs des Invalides. Une autre planche un peu plus finie ici, il s'agit d'un extrait du Noyer à 2 têtes. Alors, ceux qui connaissent un peu la capitale peuvent reconnaître peut-être des éléments. La Sainte-Chapelle, le Palais de Justice, qui est des Orfèvres. Et enfin, un des passages de Paris, le passage Verdun. Voilà, admirez la composition. Donc, du Tardy, je vais vous en donner encore, parce que juste après, il y a 3 pages incroyables. C'est aussi en couleur. On va suivre un personnage et il y a tout de suite la dimension fantastique et voire peut-être une vision d'horreur. Il s'agit d'un extrait, c'est le début de l'album Momie en folie. Donc, regardez, un personnage déambule dans Paris et un texte-off, vous le voyez à distance différente. Donc, et ensuite de ça, deuxième page, ça y est tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il s'échappe, c'est Choupard, il s'échappe, mais oh là là, Sainte Vierge réapparaît, une drôle de momie, un drôle de monstre. Donc, voilà, c'est Paris la nuit, vu par Tardy en introduction d'un album de BD. C'était assez audacieux. On va voir un bel exemple avec Robert Crumb. Il n'y a pas que des bâtiments, des villes, des buildings. Et là, vous avez les amoureux du paysage. Un bel exemple en bande dessinée. Il s'agit de Robert Crumb. Alors, il est en 4 planches. Là, vous voyez les 2 premières. Short Story of America. Il y en a 4 planches de 3 bandes. Donc là, c'est super. Vous avez vu son sens du détail, ses hachures. Et ça se termine par là. Là, j'ai une définition beaucoup plus grande, c'est la fin. Donc ça peut illustrer, bien entendu, vos cours sur la transformation du paysage. Et ça finit par
pas une chute, mais on va dire what next. Voilà. Alors, il y a une version de ces 4 planches, donc 4 x 3, ça fait 12 cases. Et j'ai trouvé sur le net une version en 15 cases, avec 3 de plus, 3 inédites. Voilà, ça donne ceci, en couleur. Donc là, il va rajouter, donc vous retrouvez les 12 premières cases que vous avez vues tout à l'heure, cette fois-ci en couleur, beaucoup plus petit. Et la dernière bande qui reste, donc c'est assez catastrophique, hein, c'est l'apocalypse apparemment, ouais. Désastre écologique, si vous pouvez le lire. Ensuite, une vision futuriste et une note optimiste avec un retour à la nature. Un autre dessinateur américain, c'est Robert Crumb. Will Eisner, excusez-moi. Will Eisner, vous aurez reconnu peut-être le Flatiron de New York. Alors lui, sa particularité, alors non seulement il essaye de composer les pages de manière à ce qu'il ne soit pas forcément esclave du principe des bandes, des cases bordurées. Donc souvent, ces personnages ou tous ces éléments narratifs, il les compose sur une page entière et il n'y a pas forcément l'obligation, voilà, de manière classique, d'encadrer forcément une vignette. Voilà, cette page peut-être fait écho et fera écho à d'autres diapos. Donc celle-là fait écho à celle d'Astérix. Donc c'est dans le Bronx. Je vous conseille la lecture de Big City. Vous aurez remarqué aussi que les personnages ont beaucoup de théâtralité, beaucoup de gestures. Et Will Eisner est un monstre de scénario aussi. Tous ces personnages sont attachants, il y a tout, il y a de l'humour, il y a du rire, et il y a aussi du drame, du tragique. Et c'est franchement à relire. Et on dit aussi que Will Eisner est un peu l'initiateur de ce qu'on appelle le roman graphique, c'est-à-dire une forme beaucoup plus longue, avec un peu plus de pages pour raconter plus librement et plus longuement ces histoires. On passe à Moebius avec Jodorowsky. Donc, Moebius, c'est l'auteur de Blueberry, la série de western beaucoup plus classique. Mais quand même, Moebius, dès les années 70-80, il essaie d'autres choses. Et non seulement son dessin est incroyable, et il va s'essayer à représenter donc son univers à lui, un peu fou. C'est de la science-fiction aussi, voire du space opéra. Donc, magnifique planche case avec une plongée avec ce personnage qui chute. Voilà. Et regardez ce traitement la, de la planche avec cette case magnifique. Agrandie, ça donne à peu près ça. Voilà. C'est La Rochelle. Voilà, Moebius, un grand de la BD et qui va influencer beaucoup d'autres auteurs. Dans un autre registre avec un noir et blanc magnifique, c'est les Argentins. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Bah oui, je parlais du traitement des grandes capitales, des grandes villes. Venise, il y a aussi un album qui s'appelle Venise Céleste que Moebius a croqué. Donc, voilà. Et voilà. Je voulais parler de Carlos Muñoz et José Muñoz et Carlos Sampaio. Alaxiner, c'est un détective, l'histoire d'un détective à New York. C'est particulier, les histoires policières et en même temps, c'est des histoires d'amitié, de liens. C'est assez riche comme récit. Donc, cette série est étalée de 77 à 2000. Et voilà, vous avez une planche magnifique en noir et blanc où ça alterne de gros plans, de très gros plans, des plans audacieux qui pourraient montrer la vue d'une personne au lit sous cet angle vu, voire éventuellement un front en gros plan. Et la dernière case est une contre-plongée avec une bulle qui sort de l'appartement de Halak, Sinner.
Après, pour ceux qui connaissent, bien entendu, les auteurs mettent des fois, se glissent à l'intérieur de leurs propres cases dessinées. Et pour le sens du détail, donc sur cette dernière case, les deux personnages habillés de noir à droite, c'est tout simplement, même si on ne voit pas très bien la silhouette de leur visage, c'est les deux auteurs, en sachant que Carlos Sampaio est beaucoup plus gros. Et le personnage à lunettes qui est au deuxième plan, c'est tout simplement José Munoz. Un autre dessinateur, alors voilà encore une autre. Ah oui, excusez-moi. De deux planches successives d'Alex Sinner dans New York. Alors là, vous voyez, donc c'est très chargé, c'est très dense. Les personnages vivants remplissent pas mal les cases d'ambiance où il y a du décor urbain. Vous verrez, ce ne sera pas forcément le cas de certains japonais qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Temps de silence, de vent, de souffle, avec tout simplement des bouts de journaux qui s'échappent à travers la ville. Alors oui, un dessinateur atypique, pas très connu, Francis Mas, hein, il faut le citer parce que c'est un univers poétique avec un graphisme complètement unique au moyen de trames. Alors bien entendu, il se joue, il met beaucoup de relief, de perspectives, de hachures. C'est proche de la gravure. En se disant, les deux du balcon, c'est les deux personnages, vous voyez, au gros nez, ils parlent de tout, de science, ils parlent de choses soi-disant sérieuses. Et donc, c'est un univers un peu décalé de non-sens. Mais je trouve que le traitement de cette bande dessinée, l'univers est assez incroyable à le signaler pour essayer de. Faut le lire. Voilà. Francis Mas, c'est deux du balcon, ça date des années 80. Un autre dessinateur connu qui est venu aussi à La Réunion, donc qui fait du dessin, qui vit beaucoup de l'illustration, donc qui avait fait l'affiche de Cyclone BD en 2005. Ah ben, c'est censé être La Réunion. Hein. Voilà. Loustal alors, est beaucoup plus connu avec le scénariste Paringo ou avec d'autres écrivains ou scénaristes d'utiliser des dessins d'ambiance avec beaucoup plus de récitatifs, avec des textes-off. Donc là, c'est un extrait de Cœur de sable. Là, c'est plus un dessin isolé, mais je voulais vous montrer. Voilà. Et même ce principe de 2 cases par page pendant tout un album, c'est quelque chose d'assez courant chez Loustal. Et là, il manque le texte, bien entendu, il faut rajouter le texte-off à chaque case et ça donne une ambiance très particulière. Voilà, Loustal aussi est un amoureux des voyages. Vous pouvez aussi retrouver ses carnets de croquis en album. On n'oublie pas Bilal, même si je préfère les premiers pas de ce dessinateur, auteur, dans les années 80-90. Mais je voulais montrer peut-être voilà, les images les plus significatives sont ceux d'albums plus récents de sa part, c'est-à-dire Bug, paru en 2017. On voit mieux cet univers de SF, de vie imaginaire, la saleté, on va dire, un peu à la Bilal qu'on retrouve. Cette cité un peu arborescente et de béton. Voilà. Bilal, je termine avec Bilal pour ce que j'appelle un peu les classiques. J'ai abordé, je laisse une part à ce qu'on appelle la ligne claire, avec Jos Vart. Jos Vart, ben, c'était aussi, j'ai utilisé comme image pour l'affiche de ma conférence. Alors lui, c'est une sorte de RG, mais en plus fou, plus fantaisiste, avec beaucoup plus d'humour noir. Et c'est, on va dire, une sorte de chef de file de la ligne claire. Regardez, c'est magnifique. Et en même temps, c'est complètement un peu barge, hein, ces personnages avec des plumes, des crayons sur la tête. Donc, il fait beaucoup de dessins, des cartes postales, des posters, des affiches, des couvertures de magazines. Voilà, c'est le monde à l'envers.
un petit hommage à Gerrit Rietveld. Donc, il est féru d'architecture, bien entendu, Jos Waarth. Et il a fait aussi la scénographie avec Porzampar pour le musée Hergé, à Louvain, près de Bruxelles. On continue de la ligne claire avec Serge Clair. Donc, ça, c'est plus la génération de Métal Hurlant. Donc, regardez, c'est la première case où il y a une ville imaginaire. On s'est traité de manière pas grossière, en même temps un peu minimaliste, en même temps, et avec un trait de pinceau superbe. Alors, dans la famille des choses proches de Serge Clair, il y a Yves Chaland. Alors lui, c'est un surdoué aussi du dessin, mais qui est mort malheureusement assez jeune, à 33 ans, d'un accident de voiture. Il n'a pas eu le temps de créer plus, mais Yves Chaland, c'est un gars à part dans la bande dessinée. Alors, c'est les aventures de Freddy Lombard, c'est très particulier. Hein. C'est tout simplement trois jeunes désargentés qui ont des aventures à des époques même assez différentes. Et ici, il s'agit d'un épisode historique sous le régime communiste hongrois en 1956. Et vous avez la première case, elle est magnifique, avec cette perspective où juste l'héroïne, enfin une des 3 personnages de la bande de Freddy Lombard apparaît là, tout petit à gauche sous les arcades. Toujours dans la famille de la ligne claire, il y a l'excellent Daniel Torres. Là, c'est un Espagnol. Alors, Daniel Torres avec Rocco Vargas. Je vais vous montrer 2 ou 3 planches. Vous voyez l'évolution. Regardez là. Donc, c'est une série qui tire de 85 à 2017. Voilà un exemple de décor découpé en 3 cases. Un jeu d'escalator dans une ville du futur. Voilà. Toujours Daniel Torres. Donc, vous voyez bien comment on traite la... Alors, il met des éléments finalement de l'architecture des années 50-60 dans un univers, soi-disant, de futur. Pour finir avec la... Non, il reste 2 auteurs américains, 2 grands auteurs américains, canadiens et américains. Excusez-moi, 7 pour Clyde Fans. Alors, ça fait 20 ans qu'il est dessus. Regardez les dates entre la première planche et la dernière planche. Ça vient de sortir. C'est un gros pavé de 500 pages chez Delcourt. Et c'est une histoire de 2 frères vendeurs de ventilateurs hein, dans le Canada anglophone. Et là, vous voyez une planche tout simplement muette avec bien entendu un zoom. Hein. On va arriver on rentre par la fenêtre pour retrouver les personnages qui vont évoluer pendant 400-500 pages. Donc ça, c'est pas une BD très gaie, c'est même à la limite assez, pas dépressif, mais c'est une histoire sur la vie, le temps qui passe, et on va dire le côté laborieux de cette vie de famille entre 2 frères qui n'arrivent plus à communiquer ensemble. Alors, la particularité de Seth, il a un look de dandy, hein, si un jour vous regardez un petit peu sur Internet à quoi il ressemble. Et alors, c'est des dessinateurs un peu fous, des auteurs un peu fous, parce qu'ils sont obsédés par plein de choses à collectionner, etc. Et aussi, ils font c'est Seth qui fait ses propres maquettes, vraiment pour le plaisir. Voilà, donc ils sont sensibles à l'architecture, ils regardent leur environnement et tous les vieux bâtiments qu'ils trouvent sympas. Maquette en carton de 7 ici, en exemple. Un autre fou, un cas à part dans la bande dessinée mondiale, c'est Chris Ware. Alors Chris Ware, type à part parce qu'il dessine, il réinvente une manière de raconter, de mettre en page. Il y a plein de manières de lire.
ces BD. Et ça change de forme. Regardez, ça c'est tout simplement Building Stories. C'est une boîte où il y a 14 formats de formes différentes de bandes dessinées. D'accord, ça ressemble à une grosse boîte de Monopoly où vous ouvrez, vous avez tout ça. Et si on regarde en plus en détail sa manière de raconter, alors il y a de tout, de tout type de narration, par planche. Là, vous voyez, bon, pareil, ça fait écho tout à l'heure à Astérix pour le domaine des dieux, la page de l'immeuble dans le Bronx de Eisner, voire peut-être l'atelier Bow. Et là, vous avez un exemple. Bon, on va dire que c'est un peu fou, mais c'est l'univers très particulier, le monde à part de Chris Ware. Un dernier exemple. Regardez ces cases bizarres circulaires avec des flèches. On peut lire dans le sens qu'on veut. Voilà. Donc c'est très riche, c'est très dense. Une autre famille de bandes dessinées, après la ligne claire, je voulais parler un petit peu du reportage dessiné ou la bande dessinée de reportage. Guy Delisle est un bon exemple. Guy Delisle voyage aussi. Donc c'est un Canadien qui est issu du monde de l'animation. Il voyage grâce à sa femme qui est dans l'humanitaire et donc ça lui permet d'aller dans des pays incroyables, dans la Corée. Il est venu aussi à La Réunion, il a été en Chine, à Shenzhen. Les Chroniques de Jérusalem, regardez, donc il y vit, il fait des croquis, il les reprend et qu'est-ce qu'il raconte bien son quotidien et sa vision du pays où il est. Et c'est pas du journalisme, c'est tout simplement un vécu de l'intérieur et, et c'est très bien fait. Donc, de temps en temps, il y a des pages un peu plus de pause où on se balade à travers les paysages ou l'architecture. Alors, on passe à quelque chose de plus, des univers plus proches de la caricature. Ben oui, Cabu est très connu pour être un grand caricaturiste, un fou aussi de travail. Et on a oublié aussi qu'il a fait de la bande dessinée et aussi qu'il a parlé d'architecture. Hein. Donc là, c'est très provoquant. Et, ouais, mais qui c'est qui a construit euh, le Forum des Halles? Heureusement qu'il a été rénové, ça n'existe plus. Voilà, il y a des dessins donc, à part comme ça. Donc c'est extrait de Cabu et Paris. Là, vous ne voyez pas très bien, donc un petit chapitre sur la Tour Eiffel. Voilà, donc il y va. Il s'en moque bien. Un autre caricaturiste qui fait partie de Charlie Hebdo, et pour moi, j'estime que c'est le plus grand de France, le plus grand peut-être du monde, qui a près de 80 ans. C'est parfois violent, c'est de la satire politique et sociale. C'est le grand Willem. Willem, il a fait aussi beaucoup de bandes dessinées. Donc lui, c'est un Néerlandais, maintenant installé en France depuis belle lurette. Donc quand il voyage, il ne croque pas que des gens, donc il croque aussi l'architecture. Donc là, vous voyez, l'extrait vient de ailleurs. Ça peut être les pays baltes, l'Europe de l'Est, etc., jusqu'en Afrique. Voilà, il entremêle un peu les deux, donc il est sensible à tout. C'est un dessinateur invétéré qui croque sans gomme, sans crayon, hein, et il attaque direct, comme Cabu aussi, qui sont des dessinateurs qui dessinent quasiment directement. Reiser, il ne faut pas oublier. Reiser, c'est parce qu'il fait entre guillemets, du sale, du choquant, qui ne soit pas insensible à l'architecture. Et ben, ça le passionne aussi, ce sujet. Alors là, il fait une petite page sur le Corbusier. Donc c'est assez drôle. Alors on dit que c'est puissant Reiser parce que c'est 2 coups de trait, 3 coups de trait. Moi, quand j'étais gamin, quand je disais Reiser, je trouvais fou l'expressivité des personnages. J'ai beaucoup appris en lisant Reiser pour, on va dire, de donner vie à la gueule des personnages de bande dessinée. Alors, vous avez ce clin d'œil cinglant sur le Corbusier. Et en même temps,
s'en moque pas, hein, il dit aussi qu'il trouve que Le Corbusier a trouvé des idées assez géniales. Donc il explique à l'aide même de schémas. Alors ça, c'est beaucoup plus peut-être provocant, mais c'est rigolo quand même. Voilà. Alors, quelque chose de plus sérieux, mais qui est toujours dans le registre du reportage dessiné, c'est Joe Sacco. Donc c'est un Américain très connu aussi. Moi, j'encourage les jeunes ou les moins jeunes, vous ne connaissez pas bien le conflit israélien-palestinien, israélo-palestinien, bah, lisez Palestine. Et Gaza 56, c'est un deuxième album qui parle plus d'un autre événement précis, d'un massacre de Palestiniens. Et vous voyez comment il traite de temps en temps. C'est très reportage, donc lui, vraiment, il va sur place, il interroge, il note, et ça fait des planches très chargées. Là, vous avez une case planche ou une planche case plus posée, où il montre un décor de Gaza. Voilà. On termine, je crois bien, le reportage dessiné. Oui, avant de passer au manga. Donc, c'est Mathieu Sapin. Mathieu Sapin, il a enchaîné deux albums. Écoutez, sur celui du dessinateur des présidents. Il a suivi la campagne présidentielle de Hollande. Il en a fait un bouquin, même deux bouquins. Un, c'est la campagne, et l'autre, c'est carrément un peu le début à l'Élysée, qui s'appelle Le Château. Donc là, on a un extrait du château. Bah, vous voyez bien, regardez cette planche qui est assez riche, une espèce de plongée sur l'Élysée avec des bulles qui partent de partout, et voir des plans de masse, hein, et, plan de l'Élysée en détail, hein, en case. Donc Mathieu Sapin est très fort, non, il met de l'humour, et non seulement vous racontez à l'intérieur d'un univers qui n'est pas le vôtre, en plus milieu politique. Mathieu Sapin est un as de cet exercice. Il, il va suivre aussi ceux qui sont fans de Depardieu, ou pas fans forcément, et il en fait un bouquin aussi. Donc, Mathieu Sapin va suivre un peu la vie de Depardieu, et ça fait un album très, très, très sympa à lire. Donc, quand je disais, oui, pourquoi c'est le dessinateur des présidents? Parce que on pensait qu'après campagne présidentielle, le château qui décrit Hollande, qui suit Hollande, il va peut-être s'arrêter. Ben non, ça continue. Sachez qu'un nouvel album vient de sortir sur la campagne voire même les débuts plutôt, excusez-moi, de Macron, Emmanuel Macron à l'Élysée, qui s'appelle Comédie française, voyage dans l'antichambre du pouvoir. Ça vient de sortir. On passe au manga. Le grand manga classique, c'est Osamu Tezuka. Donc, alors c'est drôle, peut-être que les jeunes ne connaissent pas trop Tezuka, et je sais que c'est 50 ans de manga. C'est aussi il a fait aussi des films d'animation. On ne vous dit pas la bibliographie, on parle même de 170 000 pages dessinées au cours de sa vie. Mais c'est aussi le père du manga moderne. Donc là, vous avez un extrait d'une œuvre qui est normalement inachevée, qui s'appelle Néophoste. Voilà. Dans un autre registre, il y a Yoshiharu Tsuge. Alors là, c'est plus de la bande dessinée. Alors, en japonais, ils disent c'est la bande dessinée du mois, pour ne pas dire la bande dessinée autobiographique, le Watakushi manga. Et donc, c'est plus de l'ordre du privé, de l'intime. Euh, c'est très calme, posé. Les personnages vivent, hein, ressentent, etc. On est avec eux. Donc là, vous voyez une très belle case extrait de La Vis. Donc, Tsuge est beaucoup réédité en ce moment par les éditions Cornelius. Vous pouvez quasiment lire son œuvre. Et là, vous avez vu, hein, donc, le principe quasiment toutes les textures sont un peu employées ici dans cette première case qui met en place un personnage qui déambule et qui va jusqu'à une boutique. Des personnages qui déambulent, il y en a un paquet, surtout avec Jiro Taniguchi, peut-être un peu plus connu. Alors là, il y a un traitement beaucoup plus réaliste. Donc, c'est un livre de L'homme qui marche.
L'homme qui marche, par son titre, vous voyez bien que c'est une éloge de la flânerie. Le type qui prend son temps et qui regarde, qui se promène, qui déambule à travers Tokyo, je crois bien. Alors là, il y a un traitement du décor, de l'architecture très photographique. Voilà un exemple avec une case blanche. Donc c'est très réaliste. C'est entre la limite de quelque chose d'assez froid et raide et finalement quelque chose d'assez vivant malgré tout. Donc ça, c'est le coup de patte de Jiro Taniguchi. Un autre monstre de la bande dessinée, c'est Otomo. Otomo est beaucoup plus connu pour le dessin animé Akira, donc un univers post-apocalyptique, le Néo-Tokyo que vous voyez là. Donc voilà, lui, il adore des paysages urbains futuristes, de l'ultra-violence, de l'engloutissement, de la catastrophe. Encore une belle page où il y a des motards dans Akira qui sillonnent des désœuvrés de la nuit, qui sillonnent la moto, une ville complètement en décomposition. Dans les japonais, il y a pas très connu Taiyo Matsumoto. Je vais vous montrer que deux extraits. Quelque chose que vous allez reconnaître, bien entendu, par le titre, vous voyez, Les Chats du Louvre. Donc ça se passe au Louvre. C'est un travail de commande. Hein. Le Louvre, depuis à peu près 10 ans, une dizaine d'années, demande à des auteurs de BD d'essayer de raconter des histoires ayant pour cadre le musée. Et Matsumoto y répond et il en fait deux tomes. Les chats, il fait parler les chats. Les chats, ce sont les habitants un peu secrets de ce lieu. Et vous avez le traitement un peu du dessin, des perspectives courbes, un peu penchées, exagérées, c'est proche des fois du grand angle qui déforme les lignes de fuite. Un dessin, même l'image est pixelisée, peut-être vous ne vous rendez pas très bien compte. J'ai une deuxième image beaucoup plus nette, voilà, extrait de la mer béton. Où on voit un peu son traitement de la perspective, c'est-à-dire des choses un peu tort, un peu bancales, un peu déformées comme si c'était des fois aussi une optique d'appareil photo. Voilà, Matsumoto, c'est du bon. Et il ne reste plus que deux familles de bandes dessinées à voir. La nouvelle bande dessinée, et un de ses chefs de file, c'est Blutch. Blutch, c'est un fort en dessin, c'est un fort aussi en narration parce que il raconte des choses et il essaye d'innover aussi. Hein. Il y a des albums de Blutch qui sont pas si faciles à lire. Des fois avec une logique et de temps en temps des temps de poésie étant un peu étranges qu'il induit. Mais sinon, c'est un grand auteur de BD qu'il faut suivre, absolument. Et il ne s'enferme pas dans un genre, c'est une sorte de polyvalent, et en même temps, il a un coup de trait incroyable. Et là, vous voyez un exemple avec une représentation de l'urbain et de Paris. Un autre dessinateur incroyable issu, là, cette fois-ci, du monde de l'animation, c'est Nicolas de Crécy. Nicolas de Crécy est connu bien entendu pour ses très belles illustrations et il continue, c'est aussi un, un sacré producteur de bande dessinée. Donc, regardez son trait, c'est fabuleux. C'est un dessinateur aussi hors pair qui voyage beaucoup. Lui aussi, il a répondu à l'appel du musée du Louvre. Son album sur le Louvre s'appelle Période glaciaire et c'est un album assez lisible et très réussi. Voilà. Encore un exemple grandiose du dessin de Nicolas de Crécy. Qu'il a appelé, je crois, ça vient de New York sur Loire. Après, on ne sait pas si c'est du tout réel, est-ce qu'il y a des fois de l'invention. Donc, des fois, il mélange aussi les deux. Un autre registre, mais très intéressant, c'est Jochen Gerner. C'est un peu
je dirais actuellement, pour moi, c'est un auteur référent en termes d'illustration d'idées, on va dire d'une forme de minimalisme. Euh, il sait synthétiser n'importe quelle idée en bande dessinée et en dessin. Alors, il s'est exercé un petit peu avant, enfin, il a fait quelques albums auparavant, qui s'appelle Contre la bande dessinée ou Court-circuit géographique. Voilà, où il parle un peu de tout. Il prend des notes sur plein de sujets différents et il les dessine. D'ailleurs, là, vous avez vu un petit rappel sur Yona Friedman et puis quelques œuvres d'architecture, de grands architectes. Et surtout, je vous encourage à lire Repère. Il y a deux albums. Repère, c'est un sacré exercice pour lui. Dans un périodique qui n'est pas très connu, qui s'appelle, la revue s'appelle Le 1, le journal s'appelle Le 1, qui se déplie un peu comme un grand poster. On lui demande à chaque numéro d'illustrer un sujet. D'accord. Et dans ce format-là, donc ça donne ça. Je crois que ici, c'était les cités utopiques, enfin, le vrai titre, c'est les cités utopiques. Et ça donne après des compilations rééditées chez Castermal. Donc, ça s'appelle Repère, 2000 dessins pour comprendre le monde. Alors, tous les sujets sont traités. Alors, lui, il s'amuse comme un fou. Il synthétise et il fait des dessins dans une forme de minimalisme. Et en même temps, c'est riche. On voit que c'est vraiment un dessinateur. Et il sait gérer, vous avez vu, hein, quand on parle des liens entre l'architecture et la bande dessinée, c'est bien entendu, c'est la gestion de l'espace. Où est-ce qu'on met ces bulles, où est-ce qu'on met le vide, où est-ce qu'on met les personnages, où est-ce qu'on met les décors, etc. Donc, c'est un exemple à prendre si vous voulez utiliser le média de la bande dessinée pour illustrer n'importe quelle idée, n'importe quelle histoire. Lisez Jochen Gerner, c'est une banque d'images incroyable. Voilà. Il reste deux auteurs, avant de passer à deux ou trois auteurs. Je vais faire rapidement. Blin, encore un autre monstre de la bande dessinée, qui m'a beaucoup influencé. Isaac le Pirate, c'est une super série de 5 albums. Heureusement, il a arrêté. Voilà, encore un sur deux de la bande dessinée et de la narration. Il est peut-être plus connu pour avoir raconté un peu l'histoire du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, sous Dominique de Villepin. Ça a donné même un film. Autre auteur prolixe de la bande dessinée et d'autres arts, c'est Johan Sfar, hein, qui fait aussi du cinéma, écrit des bouquins, et il sort quasiment une BD tous les 2 mois. Et là, par contre, j'ai pris une planche extraite de ses débuts. Parce que Johan Sfar est aussi un dessinateur qui n'arrête pas de s'inventer, qui se pose des questions, qui essaye. Et là, c'est un dessin peut-être moins connu. C'est un dessin beaucoup plus réaliste et je trouve que ça marche. Donc ça, c'est l'univers du professeur Bell, qui est un tératologue. Qu'est-ce qu'un tératologue? C'est un spécialiste des monstres. Et ça se passe à Édimbourg. Dans la bande de Sfar, Blin, etc., il y a David B. David B, là je vous montre un extrait. Il note ses rêves. D'accord, il note ses rêves et parmi ses albums, il en fait des bouquins. Donc les complots nocturnes, il se représente, hein, le personnage que vous voyez déambuler, c'est tout simplement lui. Et il adore dessiner les grandes bagarres, les grandes batailles, et aussi c'est dessiner une ambiance d'architecture ici, dans un village, où, comme il dit, tout semble mort. Un autre dessinateur hors pair, c'est Emmanuel Guibert, qui vient d'être primé à Angoulême pour le Grand Prix de la ville. Pareillement, un univers où là, ça mélange l'univers de la littérature et du fantastique. Donc, tout simplement, un vaisseau qui traverse, surplombe Paris dans le Capitaine Écarlate.
Et non seulement c'est un virtuose du dessin, et aussi de la couleur. Regardez son traitement de la couleur directe et son trait sont très bizarres, un trait pinceau, un trait aquarelle. Je vais terminer la conférence par ce qu'on appelle la BD d'avant-garde. Rapidement, Chester Brown, c'est l'histoire d'un homme politique canadien, c'est Louis Riel. Alors Chester Brown est canadien, donc d'expression anglaise, hein, il est né à Montréal. Alors regardez cette planche, vous allez avoir aussi une deuxième, donc c'est un peu sa marque de fabrique. En bande dessinée, moi aussi je le fais, il y en a plein d'autres qui le font, mais Chester Brown, il en abuse peut-être, mais ça marche, ça marche. C'est le principe du décor répété, ou de la case répétée. Donc là, c'est tout simplement une évasion. Et alors bien entendu, c'est des onomatopées à la canadienne pour la partie anglaise, et le personnage va tomber, bien entendu. Alors, le dernier exemple de Chester Brown, c'est la dernière page de son album, où le fameux Louis Riel, le représentant des métis du Manitoba, va être exécuté. Donc, pareillement, l'audace de faire 5 cases, non pas 6 cases, donc avec une case blanche pour finale, sans mettre fin, et aussi le rythme du dessin, imprimé par les stries ou les rayures des espacements du plancher, comme du pignon arrière de la cabane. Donc là, on voit la version anglaise. Voilà. Un autre album incroyable qui est passé peut-être un peu sous silence, c'est un jeune auteur, David Sala. C'est un illustrateur jeunesse, normalement, mais premier album, première réussite. C'est une adaptation du joueur d'échecs de Stefan Zweig et c'est fabuleux. Un traitement direct à la couleur. Regardez ça, c'est magnifique. Une expressivité incroyable. Regardez aussi le sol, ce sol géométrie répétée, les motifs des fauteuils qui rappellent bien entendu le quadrillage de l'échiquier. Rupert Mulot. Alors, c'est deux auteurs, dessinateurs et scénaristes ce qu'on appelle, il y a le piano à quatre mains, mais il y a aussi de la bande dessinée à quatre mains. Et Rupert et Mulot, ils sont incroyables parce qu'eux, ils n'arrêtent pas d'innover. Ils jouent avec la bande dessinée. Alors là, c'était dans le cahier des charges du journal Le Monde. Ils disent, dans le journal du Monde, vous savez bien qu'il y a un des formats du journalisme ou des journaux, c'est la colonne. Et même si c'était une contrainte, ils se sont dit, nous, on va faire aussi de la BD verticale ou des strips verticaux. Donc, ça s'appelle Les Week-ends de Rupert et Mulot. Ça a été regroupé normalement en album en 2016. Et regardez, en une seule case, vous pouvez lire l'histoire de haut en bas, tout simplement en lisant bulle par bulle. Et ça marche. Avec une seule image, on peut suggérer une histoire. Voilà. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de la lire. Un deuxième, là, au niveau architecture, je trouvais ça assez incroyable. Donc ça rappelle un peu le Tintin qui était en équilibre tout à l'heure dans une des diapos. Voilà. De l'humour. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est pas question que je voulais mettre une femme autrice, même si les auteurs femmes représentent quasiment le quart maintenant des auteurs en bande dessinée en France. Julie Doucet, canadienne par contre. Alors, c'est de la bande dessinée un peu underground, sans pudeur, c'est peut-être un peu choquant. Elle parle un peu de sa vie, ses fantaisies, ses angoisses. Voilà, elle se représente en monstre, en King Kong dans une ville. Voilà, c'est un dessin féminin, un peu bordélique, voilà, et trash. Un autre auteur aussi un peu novateur, c'est Brecht Evans. Et lui, il est belge. Par contre, il s'est vu plus aux Pays-Bas. Alors, c'est une utilisation de la couleur, de l'aquarelle et de l'écoline incroyable. C'est hyper coloré. Bien entendu, il y aura des passages avec des bulles. Bien entendu, là, je vous montre. Je crois que c'est la couverture de l'album Les Noceurs, mais en déplié, en panoramique.
voilà, les personnages s'entremêlent, il y a une atmosphère de fête avec une espèce de transparent, un rendu qui est assez léger. Voilà, c'est un auteur à suivre. Ça, voilà, en bande dessinée, les gens innovent, essayent quand même de ne pas rester dans les carcans des codes académiques, de la grammaire académique de la bande dessinée. Et un des derniers représentants, il me reste deux, c'est Arsène Schrowen. Alors lui, c'est peut-être aussi un drôle d'auteur. Il est belge, il vit en Allemagne, à Berlin. Suivez ce type, là, Olivier Schrowen. Alors, vous dites, c'est que Arsène Schrowen, c'est son frère. Non, hein, c'est le titre. Le titre de l'album s'appelle Arsène Schrowen. C'est censé être un roman graphique sur. Pas un roman colonial, mais bon, en tout cas, ça se passe dans les colonies. C'est censé être peut-être son grand-père. Et par contre, c'est une histoire d'amour assez bizarre. Et Schrowen innove tout le temps. Non seulement il y a un traitement de la bande dessinée avec un système de trame ou de risographie, de jeu de couleurs entre le bleu et le rouge. Euh, voilà, c'est des univers étranges. En même temps, c'est très décalé et en même temps, c'est très lisible. Hein, c'est très logique. Et ça peut enfin, c'est perturbant si on n'est pas habitué à lire de la bande dessinée un peu innovante, mais c'est un auteur, pour moi c'est un grand, c'est déjà un grand. Et donc je vous recommande celui-là, Portrait d'un buveur. D'ailleurs, il va collaborer avec Rupert et Mulot. Ça donne un album en 2019. On a presque fini. Cité ville, cité ruine. Alors bon, ça fait, je termine plus ou moins par un auteur inconnu, pas très connu. Euh, mais ces deux albums, ces deux albums qui se répondent. Cité Ville à gauche et Cité Ruine à droite. Donc, par contre, chez deux éditeurs différents. Les années de parution sont les mêmes. À gauche, donc, il s'est amusé à dépeindre une ville qui est quasiment son quartier. Hein, il le dit dans les interviews, où il y a des personnages un peu bizarres qui ont des têtes étranges. Il ne se passe pas quelque chose d'assez incroyable, mais bon, il y a de la vie. Il y a de la vie un peu dans cette banlieue parisienne très, très morbide. Et en même temps, à droite, il va s'amuser à redessiner case pour case, planche par planche, la même chose, mais avec un temps qui passe et avec une cité vidée de gens. Un peu comme si la Covid serait passée. Donc c'est vrai que c'est étonnant. Donc cette ville abandonnée, complètement en ruine, dégradée. Donc c'est une drôle d'atmosphère à découvrir avec cet auteur. Donc Cité ruine, Cité ville de Jérôme Dubois. J'ai terminé ma conférence. Alors, encore un dernier exemple de Dubois. Et ben, par moi-même. Donc, une planche extraite de la guerre coloniale avec de l'architecture coloniale. Ben, moi aussi, j'aime l'architecture. Bien entendu, quand il s'agit de dessiner un album qui donne l'ambiance de la Réunion coloniale, on s'inspire non seulement de cartes postales anciennes ou de photos anciennes, et aussi on fait du reportage sur place. Hein. C'est comme Tardy, hein, j'habite Saint-Denis, je dessine Saint-Denis. Voilà, et il paraît que j'ai un peu débordé. Eh bien, tu nous as fait. Alors, j'enlève. Vas-y, je te laisse faire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Oui, merci. Voilà.